Binge audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Nous sommes à New York, dans le quartier chic de Soho. Plus précisément dans un palace, avec des canapés design et des employés gantés de blanc. Dans le hall, les clients se croisent, valise Vuitton à roulette à la main. Au milieu d'eux, une silhouette intrigue. Lunettes Céline oversized, robe noire impeccable, l'air détaché, sûre d'elle, avec une moue un peu hautaine. Personne ne sait vraiment d'où elle vient, mais tout le monde croit savoir qui elle est. Son nom, Anna Delvey. Enfin ça, c'est ce qu'elle dit. I don't see myself as a victim, and I don't think I was ever try to use anybody. If I wanted to have a free trip, I would just went with some guy. Connaissez-vous l'histoire d'Anna Delvey? С образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Anna Sorokin naît en 1991 à Domodedovo, située à une trentaine de kilomètres de Moscou. L'année même où le monde assiste à la dissolution de l'URSS qui plonge le pays dans une ère chaotique. Les vitrines sont vides et les inégalités explosent. D'un côté, des familles peinent à manger, de l'autre, des nouveaux riches roulent en Mercedes noire, chaîne en or autour du cou. Anna, elle, observe ces nouveaux oligarques et comprend que l'argent n'est pas qu'un confort, c'est aussi un pouvoir. À la maison pourtant, la famille vit de façon modeste, sans quête d'excès. Son père est chauffeur de camion, sa mère tient une petite boutique avant de devenir femme au foyer. Mais voilà, Anna regarde ailleurs. Passionnée par la mode et le luxe, elle dévore les magazines, collectionne les images de mannequins, de célébrités et d'hôtels 5 étoiles. En 2007, Anna a 16 ans quand ses parents décident de quitter la Russie. Direction l'Allemagne. Son père y trouve du travail et finit par monter une petite entreprise de chauffage et de climatisation. Objectif, offrir à Anna et à son frère un avenir plus stable. Il s'installe donc à Eisweiler, près de Cologne, dans un appartement simple et sans chichi. Toute la famille mène une vie discrète et paisible, mais Anna n'y trouve pas sa place. Elle ne parle pas allemand, se sent exclue, isolée. À l'école, elle n'a pas d'amis. On la décrit comme silencieuse, maladroite ou condescendante. Inadaptée en quelque sorte. Elle n'était pas méchante, mais elle jugeait facilement. Elle regardait les vêtements, les chaussures, comme si rien n'était jamais assez bien. Mais Anna se moque bien de ce qu'on peut penser d'elle, trop occupée à découper encore et toujours des pages de magazines de mode. Dans sa chambre, elle se fabrique un monde imaginaire où tout est glamour et abondance. Elle s'imagine un destin plus grandiose, quitte à tout piétiner sur son passage, sans absolument aucun état d'âme. Après le bac, Anna tente une école d'art à Londres, la prestigieuse et chère Central St. Martin's. Anna a pu y entrer grâce au soutien de ses parents. Mais l'anglais est trop exigeant et la discipline académique, ça l'ennuie. Alors elle abandonne et choisit de partir Quand il me prend dans ses bras, à Paris. la 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 la. En 2012, elle décroche un stage chez Purple, magazine culte de mode. Anna observe, note, comprend vite les codes. Déjà vêtue de vêtements de luxe hors de portée pour une stagiaire, elle va même jusqu'à s'improviser assistante personnelle. Dans ce milieu, elle voit bien qu'il ne faut pas seulement créer, il faut incarner. C'est là qu'elle invente un nouveau nom. Anna Delvey. Un patronyme mystérieux, vaguement aristocratique. Même ses parents diront plus tard. Delvey ?
Jamais entendu ça ? Paris devient son laboratoire social. Elle comprend que dans l'art et la mode, le mystère vaut plus que la vérité. Et que si l'on se comporte comme quelqu'un d'important, on devient quelqu'un d'important. Du moins, en apparence. Nous sommes en 2013 à New York. La ville n'est plus celle de la crise de 2008. Wall Street a retrouvé son arrogance. Les levées de fonds démesurées reprennent, les soirées privées aussi. La gentrification bat son plein. Des lofts industriels deviennent des galeries d'art, des bars à cocktails ouvrent chaque semaine, les loyers explosent. Mais l'important, c'est d'être là où ça se passe. Et ça, Anna l'a bien intégré. Dans le même temps, les inégalités se creusent, tandis qu'à Manhattan, on achète des appartements à 50 millions de dollars. À quelques rues de là, des familles vivent dans des shelters et doivent cumuler les emplois. Mais la ville cultive un mantra, presque une religion. Fake it until you make it. Fin le succès, jusqu'à ce qu'il devienne vrai. Et c'est dans ce décor qu'atterrit Anna Sorokin. Officiellement, elle est envoyée par Purple Magazine pour couvrir la Fashion Week. Officieusement, elle prépare la suite. Pour elle, New York, c'est un terrain de jeu idéal. Ici, personne ne connaît Sorokin. Ici, tout le monde est prêt à croire à une héritière allemande mystérieuse. Les apparences suffisent. Alors, Anna décide de rester. Et Sorokin disparaît à jamais. Ne reste plus qu'Anna Delvey. Sous cette nouvelle identité, elle s'aventure dans ses premières arnaques. Des tentatives hésitantes, parfois grossières, souvent vouées à l'échec. Mais déjà, une mécanique se met en place. Tester les limites, repousser le refus, jusqu'à ce que quelqu'un cède. Un jour, elle appelle une connaissance en larmes, sa carte ne passe pas. Elle demande 45 000 $ pour régler un hôtel. Refus, elle coupe les pots. Une autre fois, un employé de Purple lui file sa carte pour l'aider à payer une facture de 31 000 $, annulée in extremis. Ou encore lors d'un voyage à Venise qu'elle passe avec un collectionneur, il lui avance 3 000 $. Il ne sera jamais remboursé. Progressivement, Anna se perfectionne dans les arnaques et ne cache pas son ambition. En 2015, elle souhaite se lancer dans un projet colossal. Et pour voir ce projet prendre vie, Anna rêve du 281 Park Avenue South à Manhattan, un immeuble majestueux qui attire toutes les convoitises. Un lieu privé, exclusif, où l'art contemporain rencontrerait la haute gastronomie et les soirées mondaines. Quand elle en parle, elle décrit des galeries, des résidences d'artistes, un restaurant étoilé, un club réservé aux milliardaires. Elle promet que Jeff Koons, Urs Fischer, Damien Hirst exploseront. Dit que Christo inaugurera le lieu, se vante déjà d'ouvrir d'autres clubs à LA, Londres, Hong Kong ou Dubaï. Pour une présentation PowerPoint de 94 pages, elle publie des relevés bancaires truqués avec Word et une adresse AOL. Un banquier trouve ça louche. Elle prétendra que son gestionnaire est mort. Aussi étonnant que ça puisse paraître, pour ses interlocuteurs, tout ça reste quand même crédible. Car New York adore ce genre d'histoire. Dans les dîners, elle fascine les créateurs et journalistes de mode qui la présentent comme une héritière cosmopolite en train de monter son empire. Les banquiers de City National Bank, les investisseurs de Fortress, tous la reçoivent. Elle montre des relevés bancaires suisses, parle d'un trust fund allemand de 60 millions €. Et son aplomb fait le reste. Mais derrière cette façade, rien. Pas de fortune, pas de fondation, seulement un rêve de papier. Début 2017, Anna pose ses valises au Eleven Award à Soho, un palace pas comme les autres qui se veut être le temple du luxe. Design scandinave, art contemporain, bar à cocktail branché, c'est un lieu où tout le milieu de la jet-set veut être vu. Anna s'installe dans une chambre, transforme le lobby en bureau, commande du champagne et massage et distribue des pourboires de 100 $. Évidemment, le personnel l'adore et les clients la trouvent fascinante.
Personne ne pose trop de questions. Il faut dire qu'Anna, toujours tirée à 4 épingles, est crédible. Rien à voir avec ses années en Allemagne où elle semblait si inadaptée. Ici, elle est comme un poisson dans l'eau. Personne ne se doute qu'elle ne paye pas sa chambre, car Anna a toujours une bonne excuse. Un virement de Suisse qui viendra demain ou après-demain. Regardez là, j'ai la preuve. Ou un document qui tarde. Et comme elle incarne à la perfection la figure du milieu mondain que So rêve d'accueillir, eh bien, le Eleven Award la laisse faire. Ici, l'apparence suffit. Et Anna, elle, a bien compris les règles du jeu. Elle donnait tellement de cash, on pensait qu'elle était milliardaire. Mais au bout de quelques mois, l'illusion commence déjà à s'effriter. Au Eleven Award, Anna accumule plus de $30 000 de dettes. Alors, c'est l'expulsion. Pas grave, elle rebondit. Le Big Man Hotel, le Hudson, partout le même stratagème. Une suite, du champagne et une facture jamais réglée. En parallèle, elle tente de financer sa fondation, mais Anna n'a toujours pas de cash pour envisager le moindre emprunt. Alors avec son culot, elle va démarcher la City National Bank pour obtenir un premier prêt de $100 000. Promis, juré, elle a bien des fonds, mais ils sont temporairement bloqués en Suisse. Aussi grotesque que cela puisse paraître, la banque accepte. Parfait, c'est exactement la somme qu'il lui fallait pour sécuriser son prêt colossal de 22 millions d'euros, négocié cette fois avec Fortress. Une combine habile entre deux banques, sans qu'elle n'ait à débourser le moindre centime. Anna pense que la signature est proche, jusqu'au moment où Fortress veut vérifier les fonds, en Suisse. Alors Anna se retire, calmement, et garde quand même $55 000 pour continuer son train de vie luxueux. Jet privé, champagne et robe de créateur. La fondation ? Une chimère. Mais son génie, c'est d'avoir convaincu tout Manhattan que ce rêve de papier valait de l'or. Quelque temps plus tard, Anna imagine un nouveau coup d'éclat. Marrakech. Mais pour elle, ce sera le voyage de trop. Nous sommes en mai 2017, direction la Mamounia, palace mythique, refuge de Churchill, de Coppola ou encore de Nicole Kidman. Anna réserve une suite à $7 000 la nuit, piscine privée, champagne à volonté, massage au spa, tout est absolument démesuré. Rachel, rédactrice photo chez Vanity Fair, fait partie du voyage. Et elle l'admet, elle est complètement fascinée. Anna se pavane, commande, dépense sans limite. Mais la note grimpe rapidement jusqu'à atteindre la somme de $62 000. Et quand l'hôtel demande une carte valide, bizarrement, rien ne passe. Alors, c'est Rachel qui paye. Son salaire annuel à Vanity Fair est englouti en une seule facture. Elle pense qu'Anna la remboursera dès son retour à New York. Mais les jours passent et l'argent n'arrive jamais. J'ai avancé $62 000 pour elle. J'ai cru qu'elle était mon amie. Elle m'a détruite. La mystérieuse héritière n'est plus une héroïne qui défie Wall Street. Elle devient une manipulatrice qui trahit ses proches. Et Rachel ne compte pas laisser passer ça. De retour à New York, elle contacte le procureur de Manhattan. La fin de l'illusion vient de commencer. Expulsée de tous les palaces new-yorkais, elle dort chez ses amis, encore prompts à l'héberger. Mais la légende se fissure davantage. Les hôtels commencent à comparer leurs factures. Pour Anna, l'étau se resserre. Et New York, la ville qu'il avait célébrée comme une icône, s'apprête à la juger comme une fraudeuse. Octobre 2017, Rachel lui envoie un message. Elle propose un déjeuner de réconciliation au restaurant du Parker Meridien Hotel à New York. C'est promis, sa dette est oubliée. Elle est passée au-dessus. Anna mord à l'hameçon. Mais quand elle arrive, ce n'est pas son amie qui l'attend, ce sont des policiers dissimulés parmi les clients. Elle est arrêtée en plein milieu du restaurant, sous les regards stupéfaits. Les charges tombent, escroquerie bancaire, facture d'hôtel impayée, vol de service. Mais le spectacle ne fait que commencer.
Nous sommes 2 ans plus tard au tribunal de New York. Dans la salle d'audience, Anna fait taire le droit par le style. Elle a même engagé une styliste. Tous les jours, une nouvelle tenue. Robe noire coupée au cordeau, chemisier Dior, tailleur Saint-Laurent. Un matin, elle refuse d'entrer parce que la tenue n'est pas prête. Pas grave, le procès attendra. La presse s'embrase. Le tribunal et son tapis rouge. Sur le banc, pas une excuse, pas une larme, pas même un frémissement. Elle répète que tout n'était qu'un projet visionnaire, dit Anna Delvey Foundation, une idée brillante que le système n'a pas su comprendre. Puis vient le silence lourd des verdicts. Coupable de vol de service, coupable d'escroquerie bancaire. Elle écope d'une peine de 4 à 12 ans de prison et est acquittée pour certaines charges, dont l'affaire Rachel Williams. Et tandis que le bruit du marteau s'abat, son regard ne scie toujours pas. Ce qui nous fascine dans les histoires d'escrocs, ce n'est pas juste le frisson de l'arnaque. C'est le miroir qu'elles nous tendent. Parce qu'au fond, elles parlent autant de nous que d'eux. Dans un monde qui valorise à tout prix le prestige, le luxe, la visibilité, l'escroc, lui, choisit la voie rapide. Il saute les étapes. Il fabrique l'illusion sans s'encombrer de la réalité. Sa vraie force, ce n'est pas tant l'argent qu'il vole, c'est le récit qu'il arrive à imposer. Et d'ailleurs, ses victimes ne sont pas toujours naïves. Parfois, elles participent malgré elles, attirées par la promesse d'un monde dont elles rêvent. Et le pire, c'est qu'on leur donne souvent raison. Car quand elles finissent par tomber, ce qui nous captive, ce n'est pas leur chute, c'est leur ascension. Anna a été condamnée, elle a fait de la prison, mais ça n'a pas terni son image pour autant. Netflix a acheté les droits, Shonda Rhimes a créé la série Inventing Anna. Aujourd'hui, Anna vit assignée à résidence à New York. Elle donne des interviews et continue à cultiver son aura. D'ailleurs, en 2024, elle participe à Danse avec les stars avec le bracelet encore à la cheville. Comme quoi, on peut escroquer à grande échelle et devenir une star de prime time.